Différemment, il n'y a pas de nous qui se crée. Je trouve ça bizarre. Ouais, bien sûr qu'il se Alors, votre réponse à vous, Valérie, est-ce qu'on peut manger différemment et manger ensemble? Je pense qu'au restaurant, effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est une occasion au fait de découverte alimentaire, mais aussi de découverte de l'autre. Et on ne mange pas de la même façon. Vous disiez, on appelle sa mère, par exemple, pour manger le dimanche en famille. On ne mange pas de la même manière avec un inconnu et avec un familier. On ne mange pas de la même manière avec une femme ou avec un homme, au début du repas et à la fin du repas. Et je pense aussi que ça pose la question de la simplification alimentaire du repas. C'est-à-dire que la séquence, les différentes séquences du repas permettent, si vous voulez, malgré tout, de se rattraper justement sur un élément du repas, par exemple l'entrée si on n'aime pas le plat, etc. Et le fait d'avoir de plus en plus une tendance, si vous voulez, au plat unique, notamment en particulier au déjeuner, eh bien ça permet moins cette adaptation, cette souplesse qui permet effectivement, parce que repousser ses frontières personnelles, ça permet aussi de s'ouvrir à l'autre, au moins temporairement, de découvrir l'autre et de créer un territoire commun. Et l'espace de la table et du repas commun, c'est ça en réalité. Et donc dans ce type de situation que vous montriez avec le repas de Thanksgiving, c'est une mosaïque de comportements alimentaires. Vous parliez d'obésité, de surpoids, vous l'avez évoqué. En fait, manger ensemble par rapport au fait de manger seul et d'exprimer sa préférence alimentaire, eh bien la différence, ce ne serait pas très important finalement si c'était des questions idéologiques. Mais ça produit des effets. C'est-à-dire que manger ensemble, ça produit des effets en termes d'aliments consommés, de quantité d'aliments consommés. On va consommer 30 à 40% plus en quantité. Donc si vous avez une journée alimentaire structurée par 3 repas, par exemple, vous allez grignoter moins. Ça crée aussi, par exemple, de l'adaptation, c'est-à-dire qu'on va adapter quand on ne connaît pas l'autre, on va calquer son comportement sur celui de son voisin. Donc il y a de la régulation sociale. Ça peut avoir un effet inhibant aussi la prise alimentaire en fonction des comportements d'autrui. Parce que si vous voulez, il y a le niveau macro et le niveau micro. Donc au niveau macro, on a les modèles culturels alimentaires, diétético-nutritionnels, individualistes, en fait, aux États-Unis, si on parle des États-Unis, et en France, comment ça le culinaire, mais aussi en Italie, mais aussi dans d'autres sociétés. Au niveau micro, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une situation, une interaction. Et les individus en situation, c'est des questions de face qui se jouent. Les manières de table, maîtriser les codes, eh bien, c'est aussi pour pouvoir entrer en communication avec l'autre. Et donc, on va calquer son comportement pour donner une impression, si vous voulez, d'après laquelle les autres vont se forger une impression de ce que l'on est. C'est comme ça dans les cantines scolaires, vous avez particulièrement traité des cantines scolaires. Absolument. En fait, tout le monde mange pareil. On peut, en réalité, on a des enfants, par exemple, j'ai filmé des enfants en école primaire, en collège, dans des milieux plutôt favorisés, des milieux défavorisés, en Seine-Saint-Denis notamment, et on voit que les discussions qu'on a, par exemple, autour, effectivement, des questions identitaires, il n'y a pas de crispation entre les enfants à l'école sur ces questions. Pour faire, en fait, groupe, parce que la nourriture, c'est du lien social, ça crée, c'est un liant. Et donc, pour faire groupe, on peut exprimer, par exemple, je pense à une petite fille à table avec 3 autres enfants, et qui dit, pour moi, c'est une abomination, c'est un châtiment, elle répète à 2 reprises, c'est un châtiment pour moi de manger ça, elle montre l'aliment. Et en fait, les autres en mangent. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait au bout d'un moment? Elle entre dans le jeu avec eux et elle commence à manger cet aliment. Qui normalement lui est interdit dans sa... Non, c'était des bretzels. En l'occurrence, c'était un établissement franco-allemand. Donc il y a 20% d'élèves et c'était le jour de la fête nationale, donc un repas festif et il y avait des bretzels. Et elle n'aimait pas les bretzels, mais elle en a mangé pour être en réalité avec les autres. Donc c'est ça. L'individu peut se contraindre dans cette situation pour faire groupe, pour partager un repas commun qui est un territoire commun. Quand on fait la liste de toutes les limitations qui existent, un tel qui ne mange pas de gluten, celui qui est végétarien, celui qui est végétalien, etc. On oublie aussi, par exemple, au gluten, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas en manger parce qu'ils sont allergiques et que c'est un problème de santé. C'est les allergiques. C'est pas forcément pour faire chier le monde. C'est parce que là, je veux pas mourir. Les réponses sont différentes de ce point de vue. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des aires de repas qui sont prévues pour les gens qui sont allergiques, qui permettent effectivement qu'ils ne soient pas au contact des aliments, des allergènes. Et ici, en France, des réponses qui sont différentes encore pour l'instant. On va avoir des plans alimentaires individualisés, mais qui n'excluent pas, si vous voulez, les personnes du contexte social que représente le repas. La question que je me posais, c'est juste, est-ce qu'il reste des aliments qui sont véritablement, encore aujourd'hui, partagés par l'ensemble de la population, à part la salade verte bio?
Je dis bio parce qu'il y Et en a sans qui ne huile, mangent que et bio. sans huile, et sans huile, ni Et sans vinaigre. huile. Et il faut qu'elle soit bio parce que ceux qui sont bio, sinon, ne la mangent pas. Mais à part ça, Le pain. Mais Le non, pain. avec le gluten, avec les problèmes qu'il peut y Ouais. avoir dans le Ah non. pain. À non, non. part allergie, mais Ouais. bon. Il y a que la Il y a salade tout le monde, verte hein, mais bio. il y a de plus en plus. Il n'y a Bon, que la salade peut-être. verte Ouais. bio, vous êtes sûr Je que sais tout le pas. monde en mangera normalement. Vous y intervenir, Pascal Non, Blanchard? non, ce qui est intéressant à voir, c'est que là, on est en train de parler de la nourriture dans des sociétés quand même très particulières. Si vous vous intéressez à ça dans d'autres sociétés, l'Afrique, la nourriture, c'est complètement l'inverse. C'est la quête. Et là, on est dans complètement autre chose. Regardez ce qui se passe, par exemple, dans les grands chantiers au Moyen-Orient. On est en train d'expliquer qu'il n'y a qu'un repas par jour pour rentabiliser le temps de travail des ouvriers au maximum et ne pas avoir de pause. La nourriture, ça peut être aussi la domination. C'est-à-dire qu'à travers ça, c'est complètement autre chose. Bien sûr. Et ça, c'est très intéressant à voir. C'est comment on utilise justement la nourriture pour pousser dans certaines sociétés. En Afrique, vous marchez des kilomètres pour manger, par exemple. C'est complètement différent. Donc là, on est quand même dans un modèle, on est en train de discuter, occidental, de riches. Juste un point de détail. Hervé Juvin, la nourriture, c'est véritablement la culture. Vous qui êtes pour une écologie des civilisations, de la diversité humaine, la nourriture, c'est véritablement à Un des cela. premiers contacts que vous avez avec une culture, avec un peuple, disons-le comme ça, particulier, c'est en général la nourriture. C'est épicé, c'est pas épicé. Ça a quelquefois des saveurs qu'on ne connaît jamais sous nos latitudes. Quand est-ce qu'on mange aussi? Comment est-ce qu'on mange? À quelle heure? Moi, j'ai le souvenir fabuleux. Ça change tout. En 2012, j'ai passé beaucoup de temps au Chhattisgarh, en Inde. J'ai le souvenir fabuleux de ces populations pour lesquelles la terre est leur mère, donc il n'est pas question de l'écorcher. Il n'y a pas un arbre, une écorce, une feuille, une fleur, un fruit qu'ils n'utilisent pas pour leur nourriture. Ils sont à peu près végétariens. Mais c'est juste extraordinaire. Vous arrivez à une symphonie de saveurs dont on n'a pas l'idée ici. Vous savez quand même que quand on est à la Défense ou quand on va au restaurant d'entreprise, c'est 40 fois moins riche en goût, en saveur, que ce qu'on peut goûter là-bas. Ce qu'on peut goûter aussi en Afrique, ce qu'on peut goûter ailleurs en Inde. Ça, c'est généralement la première rencontre et quelquefois la plus forte. Et ce dont j'essaye de témoigner dans la grande séparation, c'est cette grande inquiétude qui est la mienne devant un monde réduit à ce qui ne pose peut-être pas de problème de santé, ce qui ne pose pas d'allergie, et qui finalement a très peu de goût, très peu de saveur, et surtout qui soit partout la même chose. Et ça, me semble-t-il, c'est une perte effrayante pour l'humanité, parce que ce qui est merveilleux quand on court le monde, c'est que partout c'est différent, partout on découvre des saveurs, des odeurs, des couleurs différentes. Abdelrahman Boudafri. Il y a dans le reportage, on a encore cité à nouveau le fameux fast-food de Roubaix. Oui, bah, il fallait montrer qu'il y avait aussi. Ouais. mémoire de la République. Alors, je le connais très bien ce fast-food parce que je faisais de la radio juste à côté, dans une Le radio. fast-food, Ouais, je uniquement le connais halal, hein, c'est ça. quand ils ont déclenché cette histoire de halal. En fait, c'est juste, c'est pas religieux le fait de choisir le halal dans ce restaurant, c'est que 97% de ses clients ne mangent pas de porc. Donc le type m'a expliqué pourquoi je vais acheter du porc que je ne vais pas de toute façon vendre à mes clients. Là, on est dans une logique commerciale et tout le monde en a fait une logique religieuse. Encore une fois, il y avait vraiment un manque d'information. Et quand vous allez dans ce Quick à Roubaix, vous voyez la population, c'est que des familles et majoritairement c'est un quartier pauvre. Il y a beaucoup de musulmans, et des musulmans africains, comme maghrébins, comme asiatiques, et le type ne voit pas l'intérêt, même ses employés sont de confession musulmane, ils bossent dans le fast-food, ne voit pas l'intérêt d'acheter du porc qu'il ne vendra pas. Ça va contre toute logique commerciale. Et c'est intéressant de voir comment une simple logique commerciale débouche sur une symbolique religieuse qui attaque la laïcité. Là commence le mensonge. Voilà, là commence le mensonge. Par méconnaissance du terrain. Ça me rappelle le Parce que débat ce qu'il y sont avait des avec sujets l'équipe. chauds. Vous vous souvenez Des l'équipe sujets chauds. Et parce qu'on veut en faire un sujet chaud. Et d'ailleurs, qui est majoritaire de l'entreprise Quick? C'est l'État français. Oui, mais l'équipe de France aussi, c'est l'État français qui en est propriétaire. Et il y a eu le même débat dans l'équipe de France. Du temps d'Ayache, grand joueur, pied noir, qui joue en équipe de France, ça ne posait aucun problème que les repas se séparaient. Et un jour, on a commencé à dire, certains mangent halal. Oh purée, la pagaille a démarré à ce moment-là. Parce que d'un seul coup, la France s'effondre. Déjà, qui commençait à être un peu racaille en équipe de France à ce moment-là, avec en plus la nourriture, c'était la fin de tout. Ils allaient arrêter de chanter la Marseillaise, les stades allaient être envahis. C'était devenu un symbole. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on a expliqué pendant toute l'émission, c'est les invasions arabes. Et d'un seul coup, manger halal, c'est comme s'ils avaient dépassé Poitiers, qu'ils étaient arrivés jusqu'à Paris. Et là, ça devenait le symbole absolu. Même en équipe de France, ils vont tous manger halal. Parce que c'était pas certains vont manger halal.
c'est qu'on va tous les obliger. Si dans l'équipe de France, ils sont tous obligés, alors là, nous demain, on mange tous halal. Il faut savoir que les mecs, ils ont moins de 25, ils ont 25 ans, ils sont jeunes, ils sont milliardaires pour la plupart, mais on va les obliger à faire des trucs qui leur plaisent pas. Et depuis, on sait qu'ils allaient en boîte de nuit après boire beaucoup d'alcool, et que même si ils mangeaient halal avant, derrière, ça descendait des bouteilles de champagne quand même. Comment ça se passe Voilà. Valérie, Mais ça, c'était pas halal à ce moment-là. dernière chose dans les cantines scolaires, comment ça se passe?